Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette émission spéciale sur les élections américaines. Donc on est avec Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès, et notre invité spécial aujourd'hui qui est Jason Ross, en direct des États-Unis, donc qui est membre du mouvement politique de Lyndon LaRouche. Et on va discuter avec eux sur cette élection. Hein. Ça se joue vraiment sur le fil en ce moment même. Beaucoup de disons d'histoires de fraude sont en train de circuler un peu partout. On ne sait pas, on va voir, on va en discuter de savoir si c'est à prendre au sérieux ou pas. Jacques, je te laisse parler en premier. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Voilà une élection historique, fondamentale, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde. Or, nous avons un système électoral américain qui est complexe, décentralisé, et il nous semble, vu d'ici, volontairement, disons, incliné ou encourageant la fraude. Alors, il y a cette histoire des votes par correspondance qui nous choque beaucoup ici, puisque depuis 1975, en France, le vote par correspondance est interdit dans les élections présidentielles, puisque donnant lieu à fraude. Donc voilà que c'est la majorité du vote aux États-Unis, et c'est un vote qui donne lieu à fraude. Alors on ne comprend plus que dans le pays des libertés, aux États-Unis, on en soit arrivé là. Pour les présidentielles en France, les électeurs doivent se rendre dans le bureau de vote ou voter par procuration, point final. Alors Jason, je voudrais que tu nous éclaires sur cette paradoxe du pays de la liberté dans lequel on incite au moment des élections à la fraude. Ouais, c'est complètement bizarre ici. L'élection elle-même est bien toujours en cours. Même si tous les votes sont exprimés, ils ne sont pas déjà comptés. Il y a bien la risque qu'encore des milles de votes seront trouvés quelque part ou bien fabriqués. Comme les élections aux États-Unis ne sont pas directes, comme vous disiez, et comme les règles sont déterminées par chacun des 50 États fédéraux, la situation c'est très complexe. Même si les médias déclarent que Joe Biden a gagné l'élection, il y a déjà plusieurs procédures légales. Et il y a déjà tellement de rapports sur les irrégularités de voter et surtout de compter les votes que moi, je crois qu'il faudra attendre quelques semaines ou même des mois pour savoir les résultats décisifs. C'est parce que l'équipe Trump a lancé des procédures légales pour vérifier les votes, pour décider quel vote il faut compter et des choses comme ça. Il y avait des problèmes dans quelques États comme Pennsylvania où les républicains veulent observer le compter des votes, mais les démocrates ne les laissent pas les voir. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et en plus, comme les élections présidentielles aux États-Unis sont légalement un processus des États, c'est possible, par exemple, que la législature et gouverneur d'un État comme Pennsylvania, c'est possible de changer les électeurs que cet État envoyera au collège électoral si la législature craigne qu'il y avait du fraude. C'est possible, c'est pas très politique, mais il y a beaucoup de variables et c'est pas du tout sûr. Et je crois qu'il faudra attendre quelques semaines. Mais non seulement attendre, mais d'organiser, de nous lancer contre le fraude que je crois existe, ou bien il y a beaucoup de signes qu'il y a du fraude. Et il faut avoir les investigations, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Et pour moi, ça met en prominence aussi la question de pourquoi cette élection est tellement importante. On a entendu encore et encore que Trump soit raciste, sexiste, qu'il est stupide, gauche, incompétent, même que Vladimir Poutine, comme le méchant dans un film de James Bond, a même mis Trump dans la Maison Blanche et même contrôle ses actions et ses décisions. Mais si tout ça est vrai, pourquoi ont les minorités voté plus pour Trump qu'ils avaient dans l'année 2016? Bon.
Oui, alors, attends, juste Il y a avant, eu Jacques. 136 millions de votants en 2016. Et aujourd'hui, 100 millions d'Américains ont voté d'avance, dont 70 millions par correspondance. Les autres, c'est par vote électronique, qui est le vote électronique qui est lui-même contestable d'ailleurs. Donc, plus de la moitié des Américains ont voté, des votants, ont voté par correspondance. Résultat, au Michigan, je voudrais que tu nous éclaires sur le Michigan, on voit une avalanche de votes pro-Biden arriver au dernier moment, une déferlante, des dizaines de milliers de votes, tous pro-Biden. C'est impossible mathématiquement. Comment peut-on faire croire aux gens que c'est une élection normale? D'ailleurs, juste pour ça, je partagerais bien quelque chose que j'ai vu sur les réseaux en fait circuler, qui montre justement ce dont tu parles, Jacques. Alors c'est pour le Wisconsin, mais en tout cas j'ai vu la même pour le Michigan. Donc c'est ce dont tu parlais, ces votes démocrates donc pour Biden qui sont arrivés disons à la minute. Plus de 100 000 d'un coup. Donc effectivement, il y a ce genre de choses qui traînent sur les réseaux. Donc voilà, on voulait savoir ce que tu en pensais, Jason. Alors j'ajoute une chose quand même avant que Jason parle. Au Wisconsin, il y a 89% de votants par rapport aux inscrits. C'est du jamais vu dans l'histoire d'aucun État. Ça arrive comme ça, par flopé. Et c'est le même type de phénomène au Wisconsin et au Michigan. Et Jason, c'est à toi. OK. Ouais, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un coup d'État. Les votes sont arrivés tout dans un coup et c'est un coup d'État. Non, c'est parce que si on reflète sur l'élection en 2016, comme tout pays, les États-Unis ne peut être pas compris sans contexte. Et le contexte, c'est la montée en puissance de la Chine, l'incroyable croissance économique de ce pays et le défi du monde unipolaire depuis la guerre froide qui existe dans la puissance de la Chine et l'indépendance de la Russie. L'ancienne présidence d'Obama avait le but de prévenir la croissance de la Chine, par exemple avec le partenariat transpacifique. L'Empire britannique, qui existe toujours, même si sous une forme différente que celle qu'elle a prise dans le passé, a été très active, surtout depuis la fin de la guerre froide, dans la promotion d'un système financier qui a vu la croissance de la finance spéculative plutôt que la croissance économique physique. Il favorise les bailouts, l'impression d'argent et la perte de souveraineté comme dans l'Union européenne et l'euro. Comme Trump ne faisait pas partie de ce système politique et militaire, il était un très grand risque pour l'Empire britannique, pour les agences de renseignement, pour les médias, pour l'établissement, tout ça. Et pendant sa campagne en 2016, Trump a répété encore et encore que de bonnes relations avec la Russie et la Chine sont une bonne chose et pas une mauvaise chose. A good thing, not a bad thing. Il a dit encore et encore. Mais les agences de renseignement, surtout dans la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont lancé une attaque contre candidat Trump et président Trump. Ils ont inventé le mensonge que les hackers russes ont volé les emails de Hillary Clinton, de John Podesta, du DNC, le Comité national du Parti démocratique, et que ces hackers ont donné ces secrets à WikiLeaks, qui a publié ces emails qui n'étaient pas du tout bénéfices pour Clinton. Donc, ils disent que la Russie a élu Donald Trump. Vladimir Poutine, et il contrôle le monde dans le monde de ces mensonges. Et avec ça, ils ont essayé de prévenir l'élection de Trump en 2016. Ils ont essayé de lui destituer, to impeach him. Et ces mensonges anti-russes ont empiré les relations russes-américaines et aussi avec l'Europe. Donc, il faut demander pourquoi tous ces agences sont tellement contre Donald Trump. Qu'est-ce qu'il est comme risque pour eux, pour leur système? Et avec ça, c'est plus facile de comprendre pourquoi il y a ces irrégularités, ces fraudes de voter dans cette élection maintenant, en 2020. Alors on dira, c'est une fraude systémique contre Donald Trump, de même qu'il y a eu un coup d'État dans le temps qui a démarré en
en 2015 pour certains, en 2016 pour d'autres, contre Trump, avant même qu'il soit élu président. Et on trouve ici, en Europe, que c'est extraordinaire que Trump, malgré le Russiagate, et je rappelle que Robert Mueller, qui est l'homme qui a poursuivi Trump, est le même qui avait poursuivi Lyndon LaRouche en son temps, c'était l'homme qui était dans ce qu'on appelle la Get LaRouche Task Force, donc que Trump a été en but à l'hostilité et je dirais aussi aux attaques constantes, au parti pris des médias, partout. Et c'est extraordinaire comme totalitarisme des médias, parce que tout le monde, pratiquement, en Europe, aux États-Unis en particulier, s'est acharné contre Trump. Et la menace de destitution qu'on oublie, lancée contre Trump par les démocrates à la Chambre des représentants, Adams, Pelosi et les autres. Donc, on a un succès de Trump de ce point de vue-là par rapport à sa résistance, ce qui montre que la population américaine elle-même a un sens des réalités qui s'est développé au fur et à mesure de la présidence de Trump. Et comme on l'a dit, on a dit en Europe, c'est seulement les petits blancs, les rednecks, les frustrés qui ont voté pour Trump. Non, il y a beaucoup plus, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, je voudrais que tu élabores sur ça, sur ce mouvement populaire aux États-Unis. Mais c'est vrai, Trump a vraiment organisé beaucoup dans cette élection et avant l'élection. Et il a fait vraiment beaucoup de choses qui sont très bonnes. Il n'est pas parfait, il a ses fautes lui-même, bien sûr, comme tout le monde, mais il a vraiment aidé à réorganiser le système pénal aux États-Unis, où il y a la possibilité avec un crime d'être en prison pour des dizaines d'années. Il a changé ça et ça lui a gagné de support dans quelques communautés aux États-Unis. Pour penser des différences entre Trump et Biden, ou Biden-Harris, ou Biden-Harris qui est vraiment le chef. Hein. Quelques exemples sont la différence entre le Green New Deal de Joe Biden du Parti démocratique aux États-Unis et Trump qui a quitté l'accord de Paris sur le climat. Ça a été très important. C'était aussi, il y avait beaucoup de controversées. Oh non, ça c'est pas un mot. Mais parce que cet accord de Paris sur le climat, ça coûte beaucoup, mais les bénéfices, les avantages sont minimes. Le Green New Deal, c'est l'idée d'utiliser pour la puissance, pas les sources modernes comme le nucléaire, comme la fusion nucléaire, mais les ressources du passé, des aéroliennes et aussi de l'énergie solaire. C'est impossible de supporter une économie industrielle qui est en train d'améliorer les vies des gens si on utilise ces sources de puissance qui sont tellement faibles. C'est vraiment une idée contre le développement et surtout pour le tiers-monde, où on dit non pas seulement ici aux États-Unis ou en Belgique ou en Allemagne, où c'est vraiment un problème que alors nous allons utiliser les aéroliennes, mais aussi quand on dit aux pays dans l'Afrique que alors vous ne pouvez pas vous développer comme nous l'avons fait. Vous devez utiliser ces systèmes faibles d'énergie avec lesquels c'est vraiment impossible de devenir développé et d'améliorer les vies des gens. Ça, c'est une différence, mais il y en a plusieurs, bien sûr, entre les deux. Mais je vais répéter encore que c'est avec ce coup d'État contre Trump, si on ne vainc pas les forces qui ont essayé de changer l'élection de 2016, qui ont essayé sans cesse de faire destituer Donald Trump, si on ne vainc pas ces forces, si on n'a pas si on lance pas les investigations et de les prosécuter, de les mettre en prison, il y aura toujours dans le futur une manque de foi dans la démocratie aux États-Unis. Il faut demander, est-ce que nous, les peuples, peuvent vraiment élire nos élus ou est-ce que c'est le CIA, le NSA, MI6 en Grande-Bretagne et les médias
qui est le pouvoir, c'est où? C'est avec les peuples ou c'est avec les agences de renseignement britanniques et américaines? Je crois qu'il est très important, et je voudrais ramener le sujet sur ce point avant que nous passions à l'économie, qui est un sujet fondamental, et surtout aux manœuvres financières qui sont autour de cette élection dans le monde, hein, de Christine Lagarde ou de la Réserve fédérale aux États-Unis, Powell. Mais sur un point, il est clair que Trump est le président américain, le seul depuis Reagan, qui n'ait déclaré aucune guerre et participé à aucune guerre. C'est très important. Et qu'il avait nommé au Conseil de sécurité Michael Flynn, le général Flynn. Et le général Flynn ne voulait pas qu'on envoie des troupes, s'était opposé à Obama sur l'aide aux djihadistes syriens. Il faut voir qu'en France, cette aide aux djihadistes syriens, comme celle d'Obama, a été encouragée par M. Fabius, qui actuellement préside le Conseil constitutionnel, ce qui, à mon avis, n'est pas un hasard, et qui s'était félicité que le Front al-Nosra fasse bien notre travail. Donc, Flynn s'était opposé à cela, mais surtout, Flynn voulait faire un audit, une enquête sur les services de renseignement américains, le FBI, la CIA et le NSA. Et nos amis montrent bien que ces services de renseignement, à partir des attentats de 2001, du 11 septembre, ont de plus en plus établi un système de surveillance de masse aux États-Unis. Et ce système de surveillance de masse, Trump représente la possibilité d'y mettre fin. C'est ce que nous ont dit certains de nos amis qui ont travaillé au NSA, au National Security Agency, comme le conseiller technique du NSA, Bill Binney. Donc, voilà un enjeu fondamental, parce que ce mise en surveillance du monde, c'est, à mon avis, le plus grand danger auquel nous ayons à faire face aujourd'hui, en dehors de l'évolution d'un système financier qui devient criminel, mafieux. Donc là, on a l'impression qu'aux États-Unis, il y a une véritable mafia dans ce système électoral qui a joué la carte démocrate. Et on le voit en bourse, sur les marchés financiers. Chaque fois qu'il y avait des nouvelles que Biden allait bien, la bourse montait. Donc, il y a un lien entre toutes ces choses-là. Je voudrais que tu élabores un peu sur cette question. Oui, je suis d'accord que si on, avec le NSA, avec le FBI, avec ces agences de renseignement qui savent tous sur tout le monde, et ça peut être utilisé pour le blackmail, je ne sais pas le dire. C'est vraiment... Chantage. OK, merci. C'est vraiment difficile d'avoir la démocratie. C'est plutôt comme le Stasi dans l'Allemagne de l'Est, où il y a des agences de renseignement qui savent tous. Et si on essaie de faire quelque chose de différent, alors on a beaucoup d'infos sur toi. Es-tu certain que tu veux faire ça? Peut-être il vaut mieux se taiser et de ne rien faire. Sinon, ça sera vraiment dommage s'il nous faut dire à tout le monde ce que nous savons que tu as fait. Et ouais, c'est ensemble, ces agences de renseignement et le système financier. Parce que si on demande quel est le meilleur outil pour prévenir les changements, ces agences de renseignement et aussi les médias sociaux, hein? Twitter, Facebook. Et Twitter dit, oh non, tu ne peux pas le dire. Facebook, oh non, non, tu ne peux pas le partager, non. Et avec un système comme ça, où on ne peut même pas parler et de discuter avec les autres citoyens, avec les gens dans le monde, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir la démocratie si on ne peut pas parler? Moi, je voudrais revenir, tu as parfaitement raison, Jason. Je voulais revenir sur un des points que tu as dit à un moment sur la différence entre Biden et Trump et sur cette idée que les Américains votent pour Trump. Enfin, c'est vraiment... Beaucoup de Français se posent la question même pourquoi ils votent pour Trump à la base. Pourquoi c'est serré finalement cette élection. Et il y a cet aspect de l'optimisme en fait, de l'enthousiasme pour des grands projets
qui, à mon avis, a fait beaucoup en fait pour que les gens se sentent confiants de voter Trump. Est-ce que tu peux peut-être élaborer sur juste ce qu'il a pu lancer, ce qu'il pourrait lancer dans une nouvelle présidence, si jamais qui pourrait expliquer en tout cas l'engouement. Quatre choses. Premièrement, Trump a lancé un programme d'espace qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire aux États-Unis. Il y a 50 ans, nous sommes allés à la Lune, mais après ça, on n'est pas revenu. Trump a lancé le projet Artemis. Artemis, c'est la sœur d'Apollo, qui était le nom du programme d'aller à la Lune lancé par le président Kennedy dans les années 60. Trump dit qu'il faut aller à la Lune avec le prochain homme et la première femme en 2024. Ça, c'est le programme de NASA. Et pour moi, ça m'inspire beaucoup d'enfin aller à la Lune encore et aussi de penser dans le futur d'aller avec les gens à Mars et non pas seulement les robots. Alors ça, c'est quelque chose de super important. En revanche, Biden, quand il était le vice-président avec Obama, la présidence Obama a vraiment tué le programme d'espace aux États-Unis. George Bush a lancé un programme de faire un rocket, un fusée pour aller en espace, et Obama l'a tué, il disait non. Et donc, il n'y avait pas la possibilité pour les Américains d'aller en espace avec un fusée américain. Alors, Trump l'a changé et enfin, on peut le faire aux États-Unis. Aussi, Obama, il parlait de la Lune. Il disait, alors, nous sommes déjà allés à la Lune. Pourquoi y aller encore? Il disait, non, il vaut mieux aller à un astéroïde. C'est vraiment stupide. Donc, et Biden, il n'est pas un très grand supporter, il n'est pas supporter du tout d'aller à la Lune. Il préfère que le NASA se focus sur la Terre, des changements climatiques, quoi. OK. Deuxième chose, c'est que l'industrie. Ce qui est important à souligner pour les spectateurs français qui nous écoutent, c'est que oui, le programme spatial, là-bas, c'est pas vu juste comme aller planter un drapeau, c'est vraiment aussi modifier toute la structure industrielle, avoir des emplois qualifiés, donner de l'enthousiasme, etc. Oui. Dans aux États-Unis, l'industrie a vraiment été tuée pratiquement pendant les dernières années, les dernières décennies. Et Trump, comme Franklin Roosevelt, il parle aux gens qui ont été forgotten. Oubliés. aux hommes oubliés, comme président Franklin Roosevelt. Donc, Trump, il va aux villes industrielles ou post-industrielles et il dit que les États-Unis seront encore un pays d'industrie, de fabriquer tout ça. Ça, c'est très important. Troisième, peut-être deux choses ensemble, c'est le patriotisme. Trump est patriote, bien sûr. Et dans les États-Unis, il y a un effort de faire démoniser, de faire vilifier les États-Unis, de dire que les États-Unis ont gagné leur place dans le monde par l'esclavage, par l'esclavage, par le racisme, par tuer les gens qui étaient ici avant Columbus et tout ça. Et Trump, au contraire, il dit que non, c'est pas juste, c'est pas juste. Les États-Unis ne sont pas fondamentalement racistes et sans doute sont pas basés sur le racisme. Le progrès des États-Unis n'était pas à cause du racisme, pas du tout. C'était l'envers. Et Trump, il dit que non, il faut avoir de l'éducation patriotique, de savoir la vraie histoire des États-Unis, et c'est une bonne histoire, je crois, avec des problèmes aussi, mais beaucoup qui est très bien. Et aussi, il parle de loi, d'avoir d'ordre. Parce que dans quelques villes, comme Portland ou comme Seattle, dans l'État de Washington,
Il y a les gens de Antifa qui ont brûlé des buildings et Les bâtiments. les bâtiments, merci, et qui ont attaqué aux polices et tout ça. Et Trump disait non, ça, c'est pas la démocratie, c'est le chaos. Et aux États-Unis, on peut voter pour les élections, on peut voter pour le gouvernement, mais pas en brûlant les bâtiments. Ça, c'est pas ce que nous faisons ici. Et ça, c'est une différence entre lui et beaucoup de démocrates qui ont disait que Antifa, que BLM, Black Lives Matter, que c'est quelque chose de très bon pour les États-Unis de nous faire réfléchir sur le racisme qui est la base de notre pays et tout ça. Trump aussi a dit que le gouvernement fédéral ne peut pas dépenser d'argent pour enseigner les employés dans le Critical Race Theory, qui disent que la chose la plus fondamentale de chaque personne, c'est la couleur de leur peau. Et Trump a dit que non, on ne peut pas dépenser d'argent pour ça. Alors ça, c'est quelque chose de très différent. Et aussi, quelque chose d'autre. Sur le COVID-19. Oui, les États-Unis n'ont pas vraiment réussi tellement bien comme l'Australie ou la Chine ou quoi, mais c'est pas beaucoup pire que beaucoup de pays en Europe. C'est difficile, ouais. Le virus, c'est difficile. Mais ce que Trump a fait, même s'il n'était pas tellement bien avec les masques et tout ça, comme l'Organisation mondiale de la santé, qui disait, oh non, achète pas des masques et tout ça. Trump a lancé des systèmes, des programmes de recherche sur les traitements, sur les vaccins. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand on considère ce qu'un pays fait, oui, c'est de protéger ses citoyens, bien sûr, et aussi qu'est-ce qu'on peut offrir au monde. Et comme beaucoup d'autres pays, les États-Unis ont un système très bien, je crois, pour développer les vaccins. Et j'espère qu'on aura des vaccins assez tôt, parce que le COVID, c'est vraiment dur de ne pas parler aux gens en direct, en personne. Mm-hmm. Et Trump, il a dépensé beaucoup d'argent pour accélérer cette recherche. Et ça, c'est vraiment bien. Oui, Jacques, oui. D'ajouter quelque chose de très simple. Pour des Européens, le programme spatial américain, c'est Kennedy. Dans 10 ans, nous serons sur la Lune. Et le pari a été tenu et les États-Unis sont développés. Kennedy, président, avait contre lui le FBI, J. Edgar Hoover, et la CIA, Allen Dulles, des gens qui n'ont jamais beaucoup aimé les pays européens, par ailleurs. Ces deux-là, directement ou indirectement, ont eu la peau de Kennedy. Maintenant, Reagan a contre lui le FBI, il a contre lui la CIA, et on l'a vu, il a été obligé de dégager leurs dirigeants, et actuellement, la personne qui dirige la CIA ne veut pas livrer des documents qui permettraient de voir toute l'escroquerie de Russiagate, donc il a contre lui la CIA, le FBI, exactement comme Kennedy avait ses gens contre lui. Pourquoi? Parce que Trump, avec tous ses défauts qu'il a une politique de l'espace et a une politique tout à fait différente de celle de la mutation de l'Empire britannique en anglo-américain. Il a une politique tout à fait qui n'est pas contrôlable par ces gens-là. Donc, il représente, dans ce sens, un avenir à la fois pour son pays et pour le monde. Mais, j'ajouterai quelque chose, ça se situe dans le contexte de ce qui arrive dans le système financier actuel. Et vous avez la réunion de Jackson Hole l'an dernier, où il y avait Mark Carney, le même qui promeut la finance verte, qui a dit, il faut maintenant, la situation est grave, il faut que ce soit les banques centrales qui contrôlent le jeu, et les banques centrales, déjà à cette époque, avec une devise nouvelle. C'est les crypto-monnaies de banque centrale. Christine Lagarde, le jour de Toussaint, un dimanche, réunit la presse pour dire l'Europe ira vers une crypto-monnaie. Donc, le système de surveillance de masse, contraire aux libertés publiques, se redouble d'un système dans lequel il y aura un système totalitaire, il faut bien l'appeler comme cela, qui abolit les souverainetés nationales en matière monétaire, la souveraineté monétaire. Donc, c'est ça l'enjeu. Et évidemment, ce qui reste à faire, et c'est pour ça que notre mouvement aux États-Unis, ou nos amis aux États-Unis se battent, c'est pour que
Trump, qui donne quelques signes, pas suffisamment de comprendre l'enjeu, se dégage de Wall Street et du lobby anglo-américain à Wall Street et pratique, dans le fond, une politique de développement mutuel pour le monde, une politique de développement à l'intérieur des États-Unis qui permettent vraiment d'avoir ce programme spatial, un programme de justice sociale et une réorientation de l'argent, réorienter l'argent vers ce qui est utile au peuple, c'est-à-dire le niveau de vie, l'école, le laboratoire et tout ce qui est les principes nouveaux, les inventions nouvelles. Une économie, c'est pas acheter bon marché, vendre plus cher et faire un profit, c'est investir dans ce qui est des principes physiques nouveaux qui permettent de développer le monde et accroître sa capacité d'accueil. Donc c'est là l'enjeu. Et ça, ce n'est pas compris ou pas compris jusqu'à maintenant en Europe. Je crois que ces élections doivent éclairer les Européens. C'est comme une révolution couleur dans la finance, comme les révolutions de couleur, les révolutions couleur en Ukraine, ce qu'on essaie de faire aux États-Unis. Et Jacques, tu parles de Jackson Hole et une révolution couleur en finance, où on va complètement changer la base de l'économie, afin de faire les investissements dans les choses ou spéculatives ou anti-humaines, comme les investissements green, les investissements dans les projets verts, où l'argent, les investissements ne peuvent pas créer de développement, ne peuvent pas vraiment améliorer les vies des gens. Et oups. Ça va? J'ai pas complètement compris ce que Jacques vient de dire. Okay. Non, si, c'était okay. Plutôt dans le sujet, ça va. Je passe à une phase de questions un peu, parce qu'on en a certaines sur Facebook. J'en ai une à 1 million de dollars. Attention. Donc, celui qui arrive à répondre. Mais Trump arrivera-t-il à lutter contre cette manipulation dans les dépouillements et retourner la situation? Alors. Attends, on t'entend plus. Qu'est-ce que c'est dépouillement? C'est quand tu retires les bulletins, en fait, pour savoir quand on compte les voix. Qui a voté quoi. Le comptage des voix. Oh, OK. Il y a quelque chose que Trump peut faire pour lutter contre cette manipulation. La première chose, c'est de lancer des procédures légales. Et il fait ça avec ses avocats, comme Rudy Giuliani, qui a fait une conférence de presse à Philadelphie, en Pennsylvanie hier, de discuter les procédures légales. Il peut faire ça. La deuxième chose que Trump peut faire, c'est d'avoir encore des rallies. Oui, quand Trump part quelque part, il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent lui voir. S'il fait des rallies en Pennsylvanie, en Michigan, dans les endroits où il y a la manipulation des votes, ça peut vraiment aider. Et je crois qu'il faut aussi de considérer de lancer des investigations, pas comme les procédures légales privées, mais aussi de chercher de lancer des investigations criminelles où il y a assez d'évidence que les votes sont manipulés. Et je crois que c'est plusieurs endroits où ça se passe. Donc ça, c'est trois choses que Trump peut faire. Oh, aussi, et comme Twitter est en train de censurer, de censurer, de censurer les tweets de Trump, peut-être il vaut mieux qu'il va au télé, sur le programme de Tucker Carlson, quelque chose comme ça, de parler directement au peuple américain et le monde, et mettre sur la table ce qu'il pense, ce qu'il va faire. J'ajouterais une chose. Oui, vas-y. Il y a un excellent rapport sur la fraude électorale de Barbara Boyd aux États-Unis, notre collègue là-bas, et on va le publier en français. Il faut exposer cette question de la fraude. Et il est possible aux États-Unis, pour les bulletins de vote litigieux,
si le président le décide ainsi, dans les États, avec les autorités des États, lorsqu'il y a une majorité qui suit le président, pour saisir le département de justice. Donc, il peut y avoir très bien une saisie de tout ce qui est le vote par correspondance litigieux. Au Michigan, c'est évident. Et il faudra absolument bouger dans ce sens, et je pense que Trump y est déterminé. L'autre aspect, c'est pour nous, l'organisation qui est fidèle aux idées de Lyndon LaRouche aux États-Unis, de montrer la voie de la politique qui est susceptible d'attirer un électorat indécis ou pas encore décidé et de informer, d'inspirer ce mouvement de masse qui se dessine là-bas. Ce qu'on peut appeler un mouvement de grève de masse, c'est la façon dont Rosa Luxembourg le caractérisait, c'est-à-dire on ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est là et que ça se développe. Donc c'est très important de voir la situation américaine de ce point de vue-là, de ne pas la voir, comme le font beaucoup de Français malheureusement, comme une situation gelée, bloquée, dans laquelle les forces d'extrême gauche s'opposent aux forces d'extrême droite et qu'on va tout droit vers une guerre civile. Il faut faire tout pour qu'on échappe à cette guerre civile par une politique par le haut. Et je pense que c'est très important de penser les choses de cette façon. C'est aussi important en France d'ailleurs. Et que on revoit tout ce que dans sa vie, Lyndon LaRouche avait essayé d'apporter à la réflexion dans l'histoire américaine. Donc, je ne veux pas donner de leçons à Trump, de l'étranger, il ne faut pas. Je pense que notre organisation américaine non plus, on n'a pas de leçons à donner à Trump, mais on doit l'inspirer. Et on doit inspirer toute la politique américaine, la Chambre des représentants, le Sénat, la présidence, et préserver les institutions américaines et montrer bien que ces institutions américaines ont tenu depuis la Constitution américaine de la guerre d'indépendance et qu'il faut qu'elles continuent parce qu'elles ont assuré aux États-Unis son développement et son progrès, malgré tout ce qu'on a dit. Et toute cette cancel culture, la culture de division, d'exclusion, vivent à briser cet universalisme que les États-Unis ont représenté, parfois mieux, parfois moins bien, mais ont toujours tenté de représenter. Donc, c'est très important d'avoir cette ligne à la fois de défense et une offensive en montrant quelles politiques peuvent soutenir cela. Et c'est pour cela que les rapports que nos amis américains ont faits sur comment créer 1,5 milliard d'emplois dans le monde, comment créer 50 ou 60 millions aux États-Unis, comment faire une politique sanitaire qui réponde aux défis de l'époque et du Covid, sont essentiels. Et c'est là que ça trace une voie vers un futur dans lequel on puisse arriver à un accord pour le développement mutuel entre les principaux pays du monde et notamment les 5 pays pour lesquels Vladimir Poutine a demandé une réunion, les 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'on aille de l'avant avec cela. Voilà, on peut penser à d'autres pays, mais je crois que là, on a une proposition concrète et qu'il faut aller de l'avant à la fois dans l'international et dans la politique intérieure américaine. Et là, on a une chance. Et Trump ouvre une voie à cette chance. J'avais une petite question justement pour Jason sur cette idée d'organiser la population, puisque évidemment là on n'est pas sûr que Trump gagne au final, même avec des procédures judiciaires en bonne et due forme. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le LaRouche PAC, si Biden est élu? OK. Si Biden est élu, et j'espère qu'il n'est pas élu, mais s'il est élu, nous avons encore jusqu'à janvier 20 ou le 21 janvier où Trump est toujours le président. Et ça, c'est quelques mois pour investiguer et de partager la vérité du plus grand fraude, c'est Russiagate. Cette fraude de Russiagate doit être partagée parce que sinon, c'est vraiment impossible d'investiguer, de prosécuter les gens qui ont commis ces crimes. Pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième, c'est que Trump a toujours quelques mois de changer l'économie. Alors, le Parti républicain, juste avant l'élection, a tweeté les programmes du deuxième terme de la deuxième présidence de Trump. Et la première chose, c'était la mission d'aller à la Lune. La deuxième chose, c'était d'aller au Mars. La troisième chose, c'était de construire un très
réseau d'infrastructures. Trump peut vraiment maintenant faire des choses pour commencer ce réseau d'infrastructures. Il peut faire des choses avec le Réserve fédérale, il peut le changer. Il peut lancer des projets comme ça. Il peut parler avec les présidents des 5 membres du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Et comme Jacques a dit, vraiment la chose la plus importante je crois, pour tout le monde, c'est les idées de Lyndon LaRouche. C'est les projets que notre mouvement international, qui est composé de plusieurs mouvements nationaux et tout ça, que les idées de notre mouvement sont indispensables, sont absolument... il faut avoir ces idées pour lancer le développement le plus grand possible. Et je crois qu'il faut avoir le but d'éliminer la pauvreté dans le monde partout dans une génération. Et pour faire ça, il faut des grands projets et non pas les green projets. Jacques, peut-être? Attends, 2 secondes. En tant que Français, on n'a pas de leçon à donner aux États-Unis. Certainement pas. En tant qu'individu, oui, on a des propositions et des orientations. Pourquoi on n'a pas de leçon à donner? Parce qu'on vient de révéler les archives du Conseil constitutionnel en France sur les élections de 1995. Et on a vu comment on a accepté les comptes de 4 candidats, Chirac, Balladur, Le Pen et quel était l'autre encore? Il y avait Chirac, Balladur, Le Pen et un 4e. Vous voyez que j'oublie en ce moment. Et on a rejeté mon compte de campagne. Et on l'a rejeté avec des arguments qui n'ont rien à voir avec le droit. C'est-à-dire que depuis, et si on assiste au verbatim, aux descriptions de délibération du Conseil constitutionnel, on pense plutôt à une assemblée de mafieux, tripatouillant les voix, tripatouillant le suffrage, qu'à la plus haute juridiction de la République. Donc, par rapport à cela, c'est une chose qui depuis longtemps dure et auquel aujourd'hui on a l'occasion de mettre fin, je pense, dans le monde. Et l'enjeu est difficile, il n'est pas toujours très clair, mais la direction, elle, et l'orientation, oui. Et je pense par rapport à cela, ce que déjà Victor Hugo, en 1838, dans Ruy Blas avait à dire, c'est la fameuse tirade, l'apostrophe de Ruy Blas, quand il dit « Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeurs qui venez le voler jusque dans sa tombe. » Donc, je pense que cela, aujourd'hui, doit être compris par les gens, que les Gilets jaunes en France en avaient une certaine compréhension, mais qu'il faut, par rapport à cela, avoir une vision du monde, une vision internationale, et une vision d'un système de développement mutuel qui soit rétabli. Et c'est là que la pression doit être mise par les peuples sur les principaux pays du monde pour qu'on développe cette approche qui est une approche des nouveaux principes physiques, ce qui est la base du développement de l'économie, parce que ça permet d'augmenter la population, d'accroître la capacité d'accueil, lorsque c'est incarné sous forme de technologie plus productive. Donc, il faut voir cette approche à laquelle est opposée un écologisme vert dévoyé, c'est une écologie dévoyée, qui dit l'homme est pollueur, l'homme est un prédateur, voilà. Et on cache ainsi les desseins d'une oligarchie financière qui veut établir son pouvoir, profitant de cette occasion et manipulant l'écologie pour ses propres intérêts. Donc, on est face à un grand danger dans le monde. Et c'est, je pense, ces élections américaines et l'élection de Trump n'est pas la solution, mais l'élection de Biden, c'est une solution dans le pire des sens. Donc, il faut assurer qu'on puisse avoir une chance avec Trump et avec ce qu'il a fait, et de comprendre pourquoi l'empire anglo-américain, ou les Five Eyes, si on préfère les appeler comme ça, les services de renseignement des 5 principaux pays anglo-saxons, se sont opposés à Trump. Voilà. Ouais.
Je vais ajouter quelque chose. Oh. Oui, vas-y, Jason. Okay. Parce que j'ai pas bien répondu à la dernière question aussi de qu'est-ce qu'on va faire ici si Biden est élu. Alors, le mouvement de la ruche, c'est le mouvement de la ruche et non pas le mouvement de Trump. Et nous avons nos propres idées, bien sûr, c'est notre mouvement. Et l'image de l'individu l'image de l'individu qui tenait Lyndon LaRouche, c'était que l'individu a la créativité et ça c'est complètement différent des animaux. Pas comme les animaux, différents des animaux, les êtres humains peuvent découvrir les principes fondamentaux de la nature et avec ces principes, on peut changer la vie et même changer l'espèce entière. Un exemple de ça, c'est la bataille contre le réductionnisme et la vraie science, ou la bataille entre les mathématiques et la science. Par exemple, beaucoup d'économistes essaient de comprendre l'économie en le composant des petits parties de chaque individu, de chaque business. Et si on rajoute tous ces ensembles, ça, c'est l'économie. LaRouche dit non, c'est pas comme ça du tout. La valeur dans l'économie, c'est pas déterminer des prix, c'est pas déterminer de l'argent. C'est pas oh je veux dépenser 5 euros pour ça, donc il vaut 5 euros. Pas du tout. La valeur de n'importe quoi dans l'économie, c'est la valeur dans le contexte où nous irons. Donc LaRouche a substitué pour l'économie l'idée de densité de population potentielle. Qu'est-ce que c'est le potentiel population du monde? Et quelles sont les choses qui peuvent changer ces valeurs? Par exemple, quand on a découvert l'agriculture il y a longtemps, ça a vraiment complètement changé l'espèce humaine. Et dans une manière complètement différente des animaux, on a changé notre population, le potentiel de notre population. L'économie, la vraie économie, c'est de faire ces découvertes et c'est le rôle de l'État de faire des investissements pour les plus grandes découvertes qui ne peuvent pas être faites par l'argent privé. Par exemple, quand Kennedy disait alors nous allons à la Lune, c'était pas comme les banques ont payé pour les fusées, c'était le gouvernement. Pour les grandes recherches, il faut le gouvernement pour être la voie de société pour réaliser les plus grandes idées pour le futur. Donc, même si Biden est élu, tout ça, c'est toujours vrai. Il faut toujours éduquer les gens, les Américains, et n'importe où dans le monde, sur la fraude du Green New Deal, par exemple, et de développer les idées vraies de l'économie. Oui, j'ai parlé de Ruy Blas, de Victor Hugo, sur cette libération de ce qu'on peut appeler un gouvernement permanent qui était déjà en cause dans l'époque. C'est les grands d'Espagne dans l'histoire de Ruy Blas, mais c'est aussi les principaux conseillers de Louis-Philippe à l'époque, dans le système de Louis-Philippe. C'est 1838. Hein. Mais c'est la même chose à l'époque, et c'est un très bel exemple de l'alliance franco-américaine d'Edgar Allan Poe, qui dit, je viens de relire la lettre dérobée, et il dit les mathématiques ne peuvent pas rendre compte de la création humaine. Et il dit il faut être capable de penser comme pense l'autre pour élever la manière de penser de tous. Et je pense que c'est très important cette idée de penser en dehors des oligarchies, de penser en dehors de ceux qui tiennent un système dominant. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que le monde entier peut communiquer, on a eu une occasion, et je pense que ce dialogue avec Jason est une occasion, parmi beaucoup d'autres, c'est une occasion fondamentale pour changer l'orientation du monde, enfin, ce que dénonçaient en leur temps Poe et Victor Hugo. Poe est très politique, contrairement à tout ce qui a été dit, et qu'on parvienne
enfin à définir pour l'humanité une humanité libérée des contraintes d'un monde logique, prédéfini, qui est le monde de tous les empires, et en particulier dans sa forme moderne, l'Empire britannique et sa mutation anglo-américaine. Ce qui ne concerne pas seulement des Anglais et des Américains. Il y a beaucoup de Français qui font partie de l'Empire britannique, beaucoup d'Allemands et beaucoup d'autres encore dans le monde. J'ai une question polémique avant de terminer peut-être cette émission. C'est Gilles Hérol. Alors vous allez crier, mais c'est pour quand un Trump français? Alors évidemment, la question se pose à Jacques, savoir est-ce qu'il faudrait un Trump français déjà? Est-ce que le pays aurait besoin ou pas du tout? Et pour Jason, est-ce que tu penses qu'il nous faudrait un Trump ou est-ce qu'il nous faudrait autre chose? Ou il nous faudrait un cheminade, par exemple? Alors moi, je répondrai pas de copier-coller en politique, hein, c'est pas possible. Je sais bien que les élèves aujourd'hui, vu le tas de notre enseignement, font des copier-coller pour avoir de bonnes notes. Ça ne marche pas. Ça ne marche ni à l'école, ni en politique. Ce qu'il faut, c'est que la France engendre un dirigeant qui soit capable de penser à la fois l'intérêt des Français, la justice sociale, et le monde, pour avoir une France qui soit inspiratrice, catalyseur, organisatrice et aussi médiatrice, qui joue ce rôle essentiel que la petite chose fait qu'une réaction chimique se produise, ce que j'ai toujours dit. Donc, de ce point de vue, il faut qu'un processus social engendre quelqu'un. Je pense, excusez-moi, que dans cette histoire de France, j'ai eu ma part dans l'accouchement en offrant pendant ces 3 campagnes présidentielles un horizon différent de l'horizon dans lequel se situait et évoluait notre pays avec ses présidences successives après celle de Charles de Gaulle. Voilà. Okay. Je crois pas que la France n'a pas besoin d'un Trump. Je crois que même les États-Unis n'ont pas besoin d'un Trump comme Trump. Il joue un rôle maintenant et il a des caractères qui sont très différents des autres gens les autres hommes de politique. Mais ce qu'il faut, c'est que nous faisons. Quoi. Alors, il y a des leaders. Ouais, il y a Trump, il y a Jacques Cheminade. Et il y a la France a de la chance d'avoir un Jacques Cheminade, je crois. Et aussi, est-ce qu'il faut demander à vous-même, tout le monde qui regarde cette émission, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que c'est votre rôle dans l'histoire et qu'est-ce que c'est le leadership que vous pouvez promouvoir, que vous pouvez donner au monde. Et par exemple, comme Lyndon LaRouche, il n'était personne de spécial dans les années 40, pas vraiment. Il était soldat dans la Deuxième Guerre mondiale, il est revenu aux États-Unis, mais il était vraiment saisi, il était vraiment inspiré par l'idée d'économie et a fait ses propres découvertes. Et il a lancé un mouvement et il a fait la connaissance des autres gens dans le monde pour travailler ensemble. Et il a pris dans son corps le rôle de leader, que même s'il ne savait pas assez pour être président, alors il va s'éduquer, il va s'améliorer. Et ça, c'est le rôle pour nous tous. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant et comment est-ce qu'on peut être meilleur dans le futur, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et de parler aux gens effectivement, dans une manière efficace, les solutions. Merci Jason, merci Jack. Si vous avez une dernière chose à rajouter, vous voulez conclure, parce que donc là la soirée va être encore tendue, j'imagine, pour le recomptage. On parle du Nevada, on parle de Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie. Bon, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais on ne va pas en parler ce soir, on ne va pas pouvoir résoudre le problème. Mais en tout cas, on a posé les bases de ce qui est l'engagement citoyen sur des principes, sur des idées, et c'était
aussi pour ça qu'on voulait t'inviter, Jason, pour montrer que l'Amérique, la France était liée par des principes, et on est extrêmement heureux de t'avoir ici avec nous. Donc voilà, si vous voulez dire un dernier mot avant de conclure, n'hésitez pas. Jacques, peut-être, si tu veux dire un truc. J'ai mentionné le lien entre Edgar Poe et Victor Hugo. Je crois que Jason représente ce principe de l'histoire américaine à son niveau le plus élevé aujourd'hui, et qu'il le représente aussi parce qu'il a appris le chinois, parce qu'il parle français très bien, il est patriote américain et citoyen du monde. Et j'espère que nous-mêmes serons patriotes français et citoyens du monde. Et je crois que c'est ça le défi, le grand défi de l'époque, dans lequel, si on suit cette voie, on sera libéré de cet empire britannique et en réalité du pessimisme qu'il essaye d'induire dans la population pour rester au pouvoir et ne pas être contesté et pouvoir rester en place, et que nous devons retrouver cet optimisme qu'à une époque on assimilait aux États-Unis, qui est un optimisme moral et intellectuel et qui est essentiel et qu'on a aussi à une époque assimilé à la France. Donc on doit retrouver ensemble cela et aller dans cette voie qui nous permette, cette fois-ci à l'échelle du monde entier, d'avoir vraiment un exemple d'un universalisme actif, ce que Victor Hugo en son temps disait, c'est un accord de nations pour réaliser quelque chose que lui appelait la République universelle. Merci bien, merci bien. Je suis complètement d'accord. Et avec les discussions comme ça, on peut savoir encore plus que tout le monde, nous sommes tous les êtres humains, et que la possibilité de travailler ensemble et de faire des découvertes ensemble, ça reste à tout le monde, et nous pouvons tous contribuer quelque chose de valeur au futur. Et merci bien pour l'opportunité de vous parler. Merci Jason, merci à toi, merci Jacques. Je voudrais conclure aussi en disant que donc pour justement montrer qu'on est tous des citoyens patriotes, citoyens du monde, donc on va participer les 21-22 novembre à une visioconférence de l'Institut Schiller, donc qui est pour savoir quelle action mener après cette élection américaine. Peut-être qu'on aura une idée de qui sera élu à ce moment-là. Mais en tout cas, vous pouvez aller sur le site institutschiller.org et vous inscrire dès maintenant pour cette journée de conférence qui aura beaucoup de gens très intéressants et très engagés. Donc voilà. Merci à tous et à une prochaine, et surtout croisons les doigts pour qu'il y ait une issue positive à tout ça. Voilà. Merci. Au revoir.